60% de la population est sur Internet et 60% de la population d'Internet achète en ligne. Donc on a 35% de la population française qui achète plus ou moins en ligne. Et globalement, c'est les jeunes. Et Cdiscount cartonne parce que le DVD et le CD et les produits techniques. Et donc on va chercher en fait dans ce nouveau mode de consommation les gens qui sont les plus ouverts généralement, qui sont les gens qui ont entre 20 et 30 ans, qui essaient de nouvelles choses. Et donc le marché, il est fait de jeunes à ce moment-là, entre 20 et 35 ans. C'est ça le marché du e-commerce. Et on est au début de l'extension de cette démocratisation. C'est-à-dire, quand j'arrive chez Cdiscount, j'ai 36 ans, j'ai dû acheter 2 fois en ligne dans ma vie, en 2008. C'est pas encore un réflexe pour toute une partie de la population. Et c'est là l'opportunité. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. C'est d'une véritable saga dont il est question aujourd'hui puisque je vous propose de revenir sur l'histoire de Cdiscount. En septembre dernier, dans l'épisode 172, je recevais Thomas Métivier, le jeune et nouveau CEO de la célèbre Marketplace. Il a en effet pris son poste en janvier 2023. Avec lui, nous avons parlé de la nouvelle stratégie en cours de déploiement. Mais avant Thomas, et pendant 15 ans, la plateforme e-commerce était dirigée par une figure devenue emblématique de notre écosystème, Emmanuel Grenier. Et c'est bien lui que j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui. Pour l'occasion, nous allons un peu changer le fil conducteur habituel de notre conversation. Dans une première partie, nous allons revenir sur l'histoire de Cdiscount afin de comprendre comment l'entreprise bordelaise s'est construite, comment elle a vécu l'hypercroissance. Nous aurons une chance unique d'entrer dans les détails de la transformation de la start-up de l'époque en un acteur majeur de la distribution en ligne en France. Nous reviendrons sur les contextes marchés des années 2010 où se mélangeaient déjà évolution technologique et évolution des besoins consommateurs. Enfin, nous profiterons de l'occasion pour demander à notre invité de nous partager son analyse du marché e-commerce actuel. En effet, entre la conjoncture économique, je pense là à l'inflation et donc à l'augmentation de la sensibilité au prix des consommateurs, les sujets environnementaux, technologiques ou encore celui des comportements d'achat, bref, il ne manque pas et on va en parler ensemble. Mais avant de commencer, Emmanuel, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour. J'ai 52 ans, je suis marié à Barbara, ma femme, qui est polonaise. Et ça a son importance dans ma vie. J'ai 3 enfants, Clara, Mathis, Anaïs, qui ont 22, 20 et 17 ans. Et ma femme étant polonaise, on parle 2 langues à la maison, le polonais et le français. Ah oui, tu parles polonais ? Oui, je parle polonais parce que j'ai travaillé en Pologne au début de ma carrière, pendant 6 ans, entre 95 et 2002. C'est intéressant. Avec tes enfants aussi, tu parles polonais ? Alors non, parce que en fait, chacun parle sa langue natale. Ouais. Donc moi, je parle français à mes enfants, ma femme parle polonais aux enfants, et on parle français entre nous. et si je parle polonais à mes enfants, ils me répondent pas. C'est dur. Parenthèse, c'est difficile à apprendre le polonais ? C'est difficile à apprendre. Alors c'est une langue c'est pas une langue latine, c'est une langue slave qui se décline, comme l'allemand se déclinait, mais très complexe en déclinaison, avec une gestion des temps qui est très différente. Une vision du monde, donc, qui est différente de celle qu'on peut avoir en France. Parce que, par exemple, vous avez 2 verbes pour un seul verbe en français. À chaque fois, il y a 2 verbes. Et les temps s'expriment pas de la même façon.
Et donc ça définit une façon de penser aussi. Et ça s'écrit plus facilement parce que contrairement au français, on écrit ce qu'on dit. Ok. Mais c'est plus dur à parler que le français. Bon, donc tu as cette petite touche slave, polonaise à la maison, en toi. Une culture, c'est bien d'avoir plusieurs cultures finalement. C'est très riche. C'est très riche. Tu as commencé, on va rembobiner un petit peu, tu as commencé tes études par quoi? Tu as fait quoi? Tu as quel profil? Moi, j'ai un profil de commercial. J'ai fait un bac scientifique et après je me suis orienté vers le commerce. J'ai fait une école, j'étais à l'école de commerce à Chambéry, qui n'était pas une école prestigieuse, mais en tout cas qui m'a donné les bases de ce que je devais apprendre. Et j'ai fait ma carrière après chez Casino pendant 30 ans. Donc sortie d'école, stage chez Casino. Et l'anecdote est qu'en fait, mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis, qui aujourd'hui dirige une enseigne de retail en France, me dit il faut que tu ailles chez Casino. Il était stéphanois, il me dit viens chez Casino, c'est super. Donc tu es parti à Saint-Étienne. Et donc j'envoie une lettre de candidature pour un stage et on me répond pas. Et je relance tous les jours. Et un jour on me dit mais attendez, on vous a répondu, on vous a dit que c'était non. Et pour un stage. Et je dis mais j'ai pas reçu la réponse. Et on me dit comme vous m'appelez tous les jours, vous nous appelez tous les jours, venez nous voir. Incroyable. Incroyable. Et là ça démarre. Et au bout de 3 mois de stage, on me propose de partir en Pologne. Et attends, tu fais quoi sur ces 3 mois de stage? En fait, j'achète le vin. On me demande d'acheter du vin. Je ne connais rien au vin et on me dit vous allez assister l'acheteur vin. Là, tu te souviens de l'année globalement, juste pour situer dans le temps? On est 94. Ok. On est 94. Et donc, ce qui fait que je connais tous les millésimes de 80 à 94 sur leur qualité ou plus ou moins bonne en fonction des années. Et très vite, on me propose de partir en Pologne, qui est la première installation de Casino à l'international. Parce que c'est l'ouverture des pays de l'Est, on est 5 ans après la chute du mur, et la Pologne est identifiée comme un pays à potentiel, parce que 40 millions d'habitants, c'est quand même une des bases, et pouvoir d'achat en pleine explosion, et développement en pleine explosion. Okay. Et d'ailleurs, tout le monde y est allé. Un Casino, Carrefour, Leclerc, les Anglais, les Allemands, et il y a eu une bagarre très âpre dans le retail en Pologne. Et donc j'y vais dès 95. Donc tu es tout jeune diplômé. Ouais. Tu pars là-bas avec quelle mission? En fait, on part... En dehors de celle d'apprendre le polonais et peut-être de y rencontrer ta femme. C'est ça. On part et je suis un commercial et on me dit tu vas faire de l'informatique. Et donc je suis numéro 2 de l'informatique, comme je dis souvent, dans un service où il y a 2 personnes. Et quand j'arrive, on est 6. On est 6 dans une villa. Il n'y a rien, il n'y a pas de service achat, pas de service, il n'y a rien. Et on doit tout monter pour ouvrir un hypermarché 1 an plus tard. Okay. Ce qui sera un des plus gros hypermarchés de Pologne. Pas de géant à l'époque, pas seulement de Casino, mais au global, entre Auchan, Leclerc, Carrefour et Casino. Et donc, depuis le début, on monte la filiale. Pourquoi l'informatique? Parce qu'il fallait qu'il manquait quelqu'un. Parce que, en fait, l'informatique... Des volontés, des velléités... L'informatique, c'est pas au sens où on l'entend aujourd'hui. On ne parle pas d'IA à l'époque, on ne parle pas de mobile et technologie. C'était l'informatique, mais c'était aussi... L'informatique des caisses, Ouais, même pas seulement. C'était créer les articles dans les bases de données pour que ça rentre dans le système et que ça irrigue les magasins et les entrepôts. C'était ça, l'informatique. Okay. Et donc, je fais ça. J'ai fait 6 ans en Pologne. Ça a été une aventure extraordinaire. Et à l'époque, on est tous jeunes. Et en 99, la décision est d'ouvrir 9 hypermarchés d'un coup. Une boîte qui avait 2 magasins décide d'en ouvrir 9 d'un coup. Attends, sur les débuts, là, quand vous partez from scratch, il y a tout à faire. Tu retiens quoi de cette expérience-là qui est unique? Parce que un marché tout neuf, qui ne connaît pas la grande distribution, à qui il faut le faire découvrir, et monter de zéro le premier centre de distribution. En fait, je retiens... C'est une bonne question qu'on m'avait jamais posée, d'ailleurs. Qu'est-ce que je retiens de ces 3 premières années? C'est... tout est possible à partir du moment où on y met de l'énergie et de la méthode. Et il faut être démerdard. C'est-à-dire quand vous partez de zéro, que vous ne parlez pas la langue et que vous êtes 6, vous créez tout de zéro, vous reprenez les choses... on n'est pas à l'école. On repart du début. Et donc on contacte les premiers fournisseurs, on les fait venir, on leur explique qui on est. Personne ne sait à l'époque qui est Géant. Personne ne sait qui est Casino. Donc vous devez aller voir les fournisseurs et les convaincre de travailler avec vous. Ça prend du temps. Vous devez trouver des fournisseurs informatiques. Vous devez suivre l'ouverture du magasin. Et tout ça se met en place petit à petit. Vous devez recruter du monde.
Et des locaux. Enfin, je veux dire, au maximum, on est 15 Français. Mais comment tu fais quand tu parles pas polonais? Parce que Eh ben, tu fais deux choses. Tu commences par recruter des gens qui parlent français. les Polonais qui parlent français. Qui parlent français. Et puis après, tu prends des cours de polonais. Et moi, 2 ans plus tard, je parle polonais. Parce que 2 ans plus tard, on en reparlera, mais je suis directeur d'entrepôt et je n'ai que des équipes polonaises. Donc je dois parler polonais. Ça veut dire qu'il y a une centrale d'achat qui doit être montée sur place. On remonte exactement tout ce qui existe en France. Ok. Et on ouvre le premier hypermarché en 1996. Ouais. Après 2 ans de labeur. Après 1 an de labeur. 1 an. 1 an de Oui, labeur. 1 an. Je fais 8000 m². Le jour où on ouvre, il faut fermer le magasin à 10h du matin. Parce quand on est dans le magasin est plein, on a l'impression d'être dans un concert. Dans la fosse d'un concert, on ne peut plus bouger. D'accord. Et on ouvre un deuxième magasin en 97, à Varsovie toujours. C'était des très gros magasins. On n'imagine pas des hyper entre 10 et 18 000 m². Des très grosses bêtes, avec Auchan qui ouvre, Carrefour qui ouvre, Tesco qui ouvre, les Allemands qui ouvrent. Et c'est la guerre, parce qu'en fait, tout le monde avait acheté des terrains au même moment. Personne ne savait qui avait acheté quoi. Et tous les magasins sortent de terre au même moment. Donc, intensité concurrentielle extrêmement élevée. Et en 99, après avoir ouvert 3 magasins, les dirigeants disent on va ouvrir, je ne sais plus si c'est 7 ou 9 magasins cette année-là, et il faut trouver 7 ou 9 directeurs d'un coup. Et il n'y a pas de vivier. Oui, donc l'idée c'est quoi? C'est de placer des Français, de recruter sur place, de les former? Les deux. C'est-à-dire, il y a une priorité qui est de positionner des directeurs polonais. Et c'est normal, parce qu'à un moment donné, la main devrait être totalement laissée au management polonais. Et comme on n'en a pas assez, ils n'ont pas été formés, on met des Français. Et donc, il est nommé directeur de magasin, un directeur d'entrepôt. Ils ont tous moins de 30 ans. On a tous moins de 30 ans. Et c'est un pari dingue, mais qu'on ne peut retrouver que dans des pays de ce type-là. Et donc, on se retrouve fin 99 avec... moi, je prends la direction d'un entrepôt. Mes collègues prennent la direction d'un hyper, et on parle de grosses machines, hein. Il y a jusqu'à 500 personnes. Alors, pause. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune d'à peine 30 ans en ayant vécu, c'est le Far East, c'est ça. East, hein, c'est complètement, tout est nouveau, en l'espace d'un temps très comprimé, un apprentissage énorme, j'imagine, des responsabilités qui sont inhabituelles pour un jeune. Tes copains de promo qui sont restés en France, ils vivent pas la même histoire, très certainement. On est dans quel état d'esprit, là, quand on est Emmanuel en Pologne à ces époques-là, là? En fait, très positif et très énergisant. Dès 98, on me propose d'être directeur adjoint d'un hyper dans lequel il y a 1000 personnes. Donc j'ai 27 ans, et j'ai en management direct, j'ai 300 personnes. J'ai 27 ans. 1 an plus tard, on me dit, tu prends la direction d'un entrepôt, il y a 200 personnes. On n'a jamais fait de logistique, il est en plein centre de la Pologne, il faut le construire, le bâtir, recruter les équipes. Il n'y aura pas un seul Français, il y aura que des Polonais. Il y aura un Français avec moi. Il faut parler polonais. C'est extraordinaire en termes d'expérience. C'est une des expériences les plus marquantes de ma vie professionnelle. Parce que vous êtes porté par l'énergie, parce qu'à l'époque où vous pouvez faire des erreurs, c'est moins exigeant que si vous êtes en France ou en Angleterre ou en Allemagne, parce que le marché est moins structuré, moins rigoureux. Et puis, les clients sont là. Ouais. Donc, on se dit que c'est difficile, mais à la fin, ça reste facile, parce que les clients sont là. Ouais. Et il n'y a rien de pire que de ne pas avoir de clients. Là, on a des clients. Ouais. Donc, en fait, il faut courir derrière et bâtir et construire. Donc, c'est très, très exigeant. Énormément travaillé. Et quand vous avez 27 ans, vous travaillez beaucoup et vous prenez énormément de pression. Et le sujet, c'est comment vous gérez cette pression. Parce que vous n'êtes pas bâti à 27 ans pour encaisser cette pression-là. C'était bien le sens de la question que je te posais. Et j'ai en fait à l'époque un patron hors norme, qui est un de ces patrons des hypermarchés des années 90, exigeant, dur, comme on les a connus, comme était le retail dans les années 90, qui avait été patron en France, et qui m'a donné les premières bases de management. Avec qui je suis en contact toujours aujourd'hui, 30 ans plus tard, qui m'a donné les fondamentaux du management. Tu retiens quoi des apprentissages que tu as donnés en 2 lignes, enfin en 2 mots, tu vois? C'est quoi avec les outils avec lesquels tu es parti dans l'entrepôt au milieu de la Pologne, gérer 200 personnes? C'était de ça, en fait, dont il s'agissait. Il y avait travailler, ça c'était important. Il y avait, en termes de management... Mais tu dis travailler, évidemment, c'est quoi? Lead by example? C'est un peu... puis c'est aussi la puissance de travail et la charge de travail. C'est quand même des métiers dans lesquels on est ouvert 7 jours sur 7. Ouais. Donc on ne peut pas ne pas être le samedi ou le dimanche
pas systématiquement, mais dans les magasins. C'est la dimension d'exemple dont tu parles. 2, c'est la fameuse phrase qui était « Pour travailler dans la distribution et pour gérer des hommes, il faut aimer les hommes. » Ouais. Et ça ne veut pas dire aimer, ça veut dire respecter, être bien dans la relation et bien avec les gens, parce que c'est la distribution... Il y a une notion de bienveillance. Il y a une notion de bienveillance, d'exigence et de bienveillance, les deux. Ouais. C'est-à-dire, la distribution, c'est un métier simple, c'est un métier d'exécution, il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de complexité intellectuelle, c'est un métier d'homme. Si les hommes sont bien gérés... l'exécution. Exécution. Et le management, mais globalement... Alors, les mots n'étaient pas comme ça à l'époque, mais c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est grand niveau d'exigence, et très grand niveau d'exigence. C'est-à-dire, on doit faire ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, et on assume ses erreurs, en gros. Et on essaie de pas trop en faire. Et bienveillance. Bienveillance, ça veut pas dire qu'on se met des tapes dans le dos les uns avec les autres, ça veut dire quand on est en difficulté, on cède. C'est ça la bienveillance. Donc j'apprends ça, et c'est très dur au départ. C'est quoi concrètement? Parce que quand tu as ces outils-là, tu es confronté à la réalité sur le terrain, tu as 200 bonhommes devant toi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à appliquer? Ça s'est pas fait comme ça en un claquement de doigts, je peux pas y croire. Il y a eu plein d'erreurs en fait. Quand je prends mon premier poste de management et que je suis seul directeur dans un entrepôt fin fond de la Pologne, parce que c'est ça à l'époque, il y a plein d'erreurs et... Quand vous gérez un site, vous avez de l'encadrement et vous avez des collaborateurs qui gagnent le salaire minimum. Et à l'époque, en Pologne, c'était pas très élevé, donc qui tirent le diable par la queue. Et c'est des gens qui ont une façon de voir les choses qui est très différente parce qu'il n'y a pas d'argent. Et ça change complètement votre vie quand il n'y a pas d'argent. Et le premier sujet, ça a été de recruter des gens qui était exigeant et bienveillant. Et j'ai eu énormément de mal. Et j'avais été très marqué par le recrutement d'un des responsables des opérations de l'entrepôt qui venait du bâtiment, qui avait 55 ans, moi j'en avais 28, et qui m'avait mis au carré et au calme tout ça. Parce que exigeant et bienveillant. Et les deux vont tout le temps ensemble. Et je pense qu'on l'a perdu aujourd'hui, ça. La deuxième chose, c'est que j'ai eu à gérer des cas très particuliers. Alors c'est marrant, j'en ai jamais parlé, et j'en parle pour la première fois ici. Génial. De gens qui étaient alcooliques, en fait. Ouais. Des managers qui étaient alcooliques. Et je me souviens d'un cas très dur dans lequel, en fait, le manager est alcoolique, il est dénoncé par ses employés, et je sais que si je le licencie, je le mets en difficulté. Et j'ai pas le choix. Et j'ai 27 ans et j'ai pas le choix parce que l'alcoolisme, c'est pas possible. Parce qu'en plus, c'est au vu de tout le monde. Donc, je peux même plus rattraper le coup. En fait. En disant, personne ne le sait, on va essayer de guérir, on va essayer de faire quelque chose. C'est fini. Et ça se sait, on est dans des petits villages, ça se sait. Et je suis obligé de couper le cordon à quelqu'un qui a 10 ans de plus que moi, que je sais que je vais mettre en difficulté. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Et donc, jusqu'où on peut être bienveillant. Et là, c'est un vrai cas de conscience. C'est un vrai cas de conscience entre la loyauté vis-à-vis de la société, entre le respect des règles. Il y a des règles dans une société qu'on est obligé de respecter et la difficulté dans laquelle on peut mettre les gens. Ok, merci pour ce retour d'expérience. Parce que, tu vois, ça s'appelle Digital Doers. J'aime bien qu'on aille dans... tu parles d'exécution des opérations. J'aime bien illustrer les propos par des exemples tout à fait concrets, parce que la vie, elle est faite de choses très concrètes quand même. Ça. Surtout dans le digital, où on a l'impression que tout est un peu un miracle sur un écran. Derrière, il y a bien des opérations. Tu restes en Pologne 6 ans, tu le disais. Ouais. Tu rentres en France au bout de 6 ans. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, en Pologne, je suis directeur d'entrepôt, puis après patron de la supply, et après patron de l'IT et de la supply. Donc de l'informatique et de la logistique. Et quand moi je pars, en 2002, c'est moi qui demande à rentrer, il y a 150 magasins et on est 8000. Oh la vache. Donc on part, on était 0, on était 5, et on arrive, on a 150 magasins, on est 8000. Et moi j'ai 30 ans. Et je suis au COMEX de cette entreprise-là. Donc rien ne me prédestinait 5 ans avant à être là. Je rentre en France, et là je fais quelque chose de très particulier, c'est-à-dire... Tu rentres en France avec des convictions nouvelles. Oui. Parce que tu rentres complètement changé, forcément. Oui. Par le temps, mais surtout par l'expérience que tu as vécue.
C'est quoi c'est quoi ces convictions te concernant l'entreprise, le groupe Casino? C'est quoi? Je reviens avec des convictions qui sont que j'ai atténuées avec le temps, qui sont des convictions de quelqu'un qui a vu des choses après des choses alors qu'il était débutant, donc ça s'est imprimé très fort. Les convictions, c'est il faut travailler beaucoup, il faut être exigeant. Voilà. Et donc ça veut dire, et je rentre avec une image de dureté. Il est dur. Il rigole pas. Tu veux dire, dans ton entourage, c'est comme ça que t'es perçu. Ouais. Et il est tranchant, et il est dur, il rigole pas. Et c'est pas ma personnalité de départ. Je suis plutôt quelqu'un d'équilibré, de balancé. Mais les faits, en Pologne, les obligations de résultat, la pression me modifient, me rendent un peu comme ça. Et donc je rentre avec des convictions, et... Avec des convictions selon lesquelles il faut être un peu dur pour pouvoir avancer, que ce soit en Pologne ou ailleurs. Mais finalement, il y a cette forme de tranchant à exactement, de dureté, il faut mettre du rythme, il faut avancer. Okay. Et j'arrive en France, qui est une culture très différente, et dans un univers beaucoup plus complexe. Parce que l'univers était simple en Pologne. On a 150 magasins, ça reste une boîte à taille humaine. Vous rentrez en France, dans une boîte où il y a 100 000 personnes, il y a 5 000 magasins, il y a des dimensions politiques au sens noble du terme, beaucoup plus complexes, des équilibres beaucoup plus complexes, une finesse de gestion beaucoup plus complexe. Et en fait, je me heurte à ça quand je rentre. Parce qu'on me dit, tu vas rentrer, mais tu vas redémarrer tout seul. Oui, parce que qu'est-ce qu'on te propose en rentrant ? On me dit, il y a plein de choses à faire, tu as un bel avenir, mais tu vas d'abord redémarrer tout seul. Donc tu vas nous aider à réformer la chaîne marchandise, donc la supply chain sur le plan des systèmes d'information et des process. Okay. C'est-à-dire les systèmes d'approvisionnement, les entrepôts, les magasins. Chose qu'on fait. Et on me dit, tu vas prendre les systèmes qu'il y avait en Pologne et tu vas les mettre en France. Parce que plus neuf en Pologne, peut-être plus performant, c'était ça. On avait fait rêver, et puis on l'avait bien expliqué. Et évidemment, on arrive avec ça, et j'arrive avec la naïveté de celui qui a été dans un environnement simple, et qui se dit, ça va être simple. Non, ça va pas être simple, parce qu'il y a une histoire, il y a des organisations complexes, il y a des organisations qui fonctionnent bien, et on leur dit, on va changer, et les gens vous disent... Là, il y a une conduite du changement. Oui, et puis des fois, on vous dit, non, on n'a pas envie. Et la conduite du changement, c'est quelque chose à l'époque, je n'ai jamais entendu, on est en 2002, je n'ai jamais entendu ce terme. Pour moi, le changement, ça se conduit pas, ça se fait, puis c'est comme ça. C'est là, ça. T'as à apprendre quelque chose de nouveau. J'ai à apprendre l'influence, j'ai à apprendre la négociation en interne, j'ai à apprendre à convaincre, j'ai à apprendre ça. Ça n'est pas seulement descendant, ça peut être transversal. J'ai appelé l'expression passer de CM2 en 6e. En Pologne, j'étais en CM2, vous êtes le plus grand dans la cour et tout va bien. Vous arrivez en 6e, vous êtes le plus jeune. Et là, c'est ce qui se passe. Et il y a des gens qui me disent, attention, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est super ce que tu as fait, mais ici, il y a une histoire, il y a des gens, tu peux pas en faire fi, donc tu fais attention. T'as mis combien de temps pour comprendre tout ça et finalement changer un peu le mindset avec lequel tu prends tes nouvelles responsabilités ? Il faut un an et demi. On comprend vite. Mais l'appliquer... Voilà, c'est ça. Puis on fait des écarts au départ, on fait des erreurs. C'est quoi ? Tu peux nous donner un exemple de concret qui en fait, c'est la directivité. C'est vous allez faire ça, et les gens vous disent non. Parce que nous, on est en train de faire autre chose, là, qui a plus de sens que ce que tu nous dis. Parce que tu arrives d'un monde simple dans un monde complexe, et tu n'as pas tout vu. Ok. Donc ça, t'apprends. Combien de temps tu gardes ces responsabilités ? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et on fait la réforme. Et d'ailleurs, on fait toutes ces réformes, on change les systèmes d'entrepôt, les systèmes de magasins, c'est une très grosse réforme. D'ailleurs, les outils sont toujours en place aujourd'hui. Ok. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on aurait dû faire toute cette réforme ? 20 ans après, je dis une partie oui, une partie non. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui partaient de principes de... on pourra en reparler tout à l'heure dans le retail de la centralisation et de la décentralisation. Ouais. Il y avait des principes, parce qu'ils avaient été très forts en Pologne, de centralisation. Parce qu'en fait, on démarrait et la population, les gens qu'on avait n'étaient pas formés, donc on était obligé de centraliser les choses. Je reviens en France dans un monde qui est formé, qui est très mature sur la distribution. Et ma vision était une vision centralisatrice. Et on me dit, mais attention. Et je continue. C'est pour ça que tu as utilisé le mot de conviction tout à l'heure. C'était même plus que des convictions, c'était des certitudes. Et c'est là où la bascule, elle n'est pas bonne. Conviction, c'est une chose, certitude. Et j'étais dans les certitudes. Et quelqu'un me le dit un jour. Il me dit, les convictions, c'est bien, les certitudes, c'est pas bien. Cette phrase...
Elle a raisonné en tout cas. Elle résonne. Et donc je pense qu'on a centralisé des choses qu'on n'aurait pas dû centraliser. Mais ça, c'est après 20 ans de recul. Après l'avoir vécu en tant qu'opérationnel. T'apprends aussi le fonctionnement interne du groupe en rentrant en France pendant ces 2 ans et demi. C'est plus que la supply et l'IT, c'est l'ensemble de l'écosystème. Bien sûr. Et puis c'est l'ensemble de l'écosystème avec des magasins qui sont les maîtres, et c'est normal. Et puis finalement, au début en Pologne, on est une bande de copains qui ont démarré ensemble à 26-27 ans, qui se connaissent tous. Il y a une intimité qui facilite les choses et dont je sous-estime le poids. Ouais. Et quand vous arrivez, cette intimité, elle n'existe plus. Bah non. Les gens vous disent, la seule chose que je regarde, c'est tes résultats. Et en gros, est-ce que tu m'aides ou pas? Et est-ce que tu fais ce que tu dis? Et donc c'est beaucoup plus dur. On rentre dans des rapports plus durs, plus classiques, rationnels, de professionnels. Au bout de 2 ans et demi de responsabilité dans la supply et l'IT, tu changes pourquoi? Je continue dans la supply et là, je prends des responsabilités opérationnelles. C'est-à-dire? La responsabilité de tous les approvisionnements du groupe pendant 1 an et demi, et après la responsabilité de la logistique opérationnelle. Donc ça, c'est les entrepôts. Ouais. Alors là, c'est une grosse machine qui s'appelle... L'approvisionnement, on peut dire, c'est la partie centrale d'achat. Ouais. Non, c'est pas les achats, c'est vraiment l'approvisionnement. C'est comment on réapprovisionne les entrepôts, comment on organise les flux. Ok, les flux. Comment on est organise sur les flux. un business de flux. Et après, je prends la direction de la logistique, c'est une filiale qui s'appelle EasyDis, qui a 1 million de mètres carrés d'entrepôts, une trentaine d'entrepôts, 5000 personnes. Donc c'est une machine opérationnelle très grosse et très performante. Et je passe après quelqu'un qui a été emblématique dans son poste, qui part, je le remplace. Et là, on est en quelle année? 2002? Là, on est en 2006. 2005-2006. 2005-2006. Et là, je découvre 2 choses. Là, t'as même pas 35 ans. Ouais, là, j'ai 35 ans. 35 ans. J'ai 35 ans. Là, je découvre 3 choses. Pas 2 choses, 3 choses. La première, c'est des énormes budgets à gérer. Là, c'est 500 millions de budget. Donc, le moins d'écart de 1% en budget, c'est 5 millions d'euros, c'est beaucoup. La deuxième, c'est de la gestion en réseau. C'est-à-dire, il y a 30 entrepôts. On n'est pas dans un siège avec tout le monde à côté. Vous gérez des directeurs de sites qui ont 50, 55 ans, 60 ans, qui gèrent 500 personnes eux-mêmes. Donc, c'est plus pareil. Vous gérez des grands managers. Ouais. Et le troisième chose, c'est le social. Ouais. 5000 personnes, vous avez 4500 personnes qui sont des employés, qui gagnent le SMIC et un peu plus que le SMIC. Et donc, on gère ça complètement différemment. Tu l'avais déjà un petit peu... oui, mais pas à l'échelle. Approché, oui, pas à l'échelle. Mais tu avais quand même, avec finalement ce que tu avais pu vivre en Pologne... Oui. Non? Si, je l'avais eu, mais... c'était pas à l'échelle. Ouais. 300 personnes, c'est pas 5000 sur 30 sites. La gestion des syndicats et le rapport aux syndicats n'était pas le même. Ouais, n'était pas le même. Et j'apprends ça. On a des grèves dures à certains moments. On apprend à gérer les grèves, à renouer le contact. On met en place une feuille de route sociale. Et ça devient quelque chose de fondamental. Parce que, je l'ai dit, c'est un métier d'homme. Si les hommes ne suivent pas, la boîte n'avance plus. Donc vous avez la responsabilité de faire en sorte que les hommes suivent. Concrètement, ça veut dire que tu es vachement sur la route à aller rendre visite dans les entrepôts ou c'est pas nécessaire? Si, c'est nécessaire. Si, c'est nécessaire. Quand vous êtes patron dans ces métiers-là, vous devez être sur le terrain. Il n'y a pas de choix. Je le redirai tout le temps, c'est un métier d'homme et donc vous devez être proche des hommes. Et la notion d'exemplarité dont tu as parlé au départ, elle est fondamentale. Donc il faut que tu les rencontres, il faut qu'eux voient ta tête aussi, qu'ils sentent que tu es impliqué. Et que tu connais leur métier. Et que tu connais leur métier. Et que tu es légitime. Et que quand ils te parlent... difficile de l'acquérir, cette légitimité, parce que quand on a 35 ans, même si on a déjà fait beaucoup de choses, tu le disais, les patrons de ces sites-là, de ces entrepôts, ils ont 15, 20 ans de plus que toi. Est-ce que c'est un travail, un effort que d'acquérir cette légitimité quand on a 35 ans et qu'on occupe un poste comme celui que tu occupais? Oui, c'est un effort. Il y avait une légitimité technique de la connaissance du métier, de par le passé, et technique et managérial. Mais il n'y avait pas de légitimité sur la capacité à gérer quelque chose d'aussi significatif. 5000 personnes. Et donc le sujet là, c'est comment vous identifiez les meilleurs directeurs, comment vous vous appuyez sur eux. Et s'appuyer sur eux, ça veut dire s'appuyer sur eux sur ce qu'ils savent faire de meilleur.
Certains sont excellents sur le plan de la gestion sociale, d'autres excellents sur le plan de la gestion de la productivité des process, d'autres excellents dans le transport. Et comment à chaque fois vous arrivez à compléter et leur apporter quelque chose. Parce qu'ils ont besoin de quelque chose aussi. Quel que soit l'âge qu'on est, on a besoin d'apprendre des choses. Et donc ils m'apprenaient des choses et j'étais en capacité d'apprendre des choses. À partir de ce moment-là, la légitimité est là et vous pouvez vous créer une relation de confiance et une relation constructive. Donc tu as travaillé à acquérir cette légitimité, mais tu as réussi assez rapidement. Oui. Et après, combien de temps tu gères ça ? Je gère ça 1 an et demi. Au début, je veux le gérer plus longtemps et c'est là qu'on me propose de partir chez Cdiscount. Donc là, on est en 2006. On est fin 2008. On est mi-2008. Mi-2008. Alors, super transition. Tu quittes un monde hyper concret, opérationnel, avec des flux de marchandises dans les entrepôts pour alimenter les points de vente. La relation aux hommes est très prégnante, très forte. C'est vraiment quelque chose d'important. Dans un monde connu, celui de la distribution alimentaire principalement, qu'est-ce qui te fait envie de changer quand même de paradigme pour aller dans le digital ? Et quelle est ta feuille de route ? Et en 2008, ça fait 10 ans qu'existe Cdiscount. Exactement, c'est ça. Exactement. La boîte est créée en 99, et j'y reviens juste après. C'est le challenge, en fait. C'est que ça ne se refuse pas. Alors pourquoi on vient te chercher ? On vient me chercher parce que Cdiscount à 10 ans, ça fait 800 millions d'euros de francs de chiffre d'affaires à l'époque. 800 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'époque. De volume d'affaires ? Chiffre d'affaires, il n'y a pas de marketplace. Chiffre d'affaires égale volume d'affaires à l'époque. Ouais. Ça a été créé par 3 frères. C'est Nicolas, Charles, le cadet qui crée ça, avec une vision qui est je vais démocratiser l'accès à la culture, les CD et les DVD. Et très vite, quelque chose de très puissant qui arrive, qui dit je vais acheter des droits de film d'un côté, je vais acheter des galettes de DVD de l'autre, on va presser les galettes, on va les vendre, et comme on amortit les droits sur une longue période et sur des grandes quantités, ça fait baisser le prix. Et donc, Cdiscount, Cdiscount. Et les premiers DVD à moins de 10 francs, les premiers lots à moins de 100 francs, et le truc cartonne. Et quand on vend des DVD, on se met à vendre des lecteurs DVD, des magnétoscopes, puis après on se met à vendre des télés, par effet de halo autour, et puis on se met à vendre des produits techniques, et quand j'arrive en 2008, Cdiscount vend 70 000 références dans à peu près toutes les catégories qu'on trouve dans un hypermarché, ou à la Fnac. Et entre-temps, il a été rejoint par ses 2 frères, Christophe et Hervé, qui l'ont aidé à mettre la société à l'échelle. Donc il s'était réparti la façon de fonctionner. Et Casino était rentré au capital en 2000. Quand Casino rentre au capital, la société fait 1 million de francs de chiffre d'affaires. Donc c'est un coup de génie, honnêtement. Et Casino devient majoritaire par dilution successive, c'est-à-dire au début la boîte perd de l'argent, Casino recapitalise et devient majoritaire. Quand j'arrive, Casino a 80% du capital, et on me dit, le challenge c'est assez simple, il faut continuer à faire 20% de croissance, qui était la croissance de l'époque, mais il faut la mettre à l'équilibre, parce que la société perd de l'argent, alors pas beaucoup, mais elle en perd, et il faut améliorer le back-office, parce que c'est une remarquable machine commerciale, mais il y a du travail en logistique, du travail en service client, du travail sur la partie financière. Et il faut travailler avec les fondateurs. C'est-à-dire, Nicolas, Christophe et Hervé sont là, je suis le directeur général, sur le papier, je suis le patron, mais ils sont actionnaires à 20%. Ils ont un rôle opérationnel quand même. Et ils ont un rôle opérationnel, donc à partir du moment où ils sont actionnaires à 20%, je suis le patron de personne, je ne suis pas leur patron. Ils n'ont jamais eu de patron, c'est des entrepreneurs qui avaient déjà créé une société avant, qui en ont recréé derrière. Et donc, on s'entend très bien. Là, c'est le moment où tu arrives à Bordeaux. Ouais. Et on travaille ensemble, et on me dit, tu te débrouilles. Il faut absolument que ça fonctionne, parce que il faut que vous puissiez, chacun de votre côté, amener ce que vous avez de meilleur pour faire accélérer la société. Merci pour nous donner ces raisons-là, et je les comprends. Donc tu arrives dans une grosse PME, 800 millions, c'est quand même pas rien. Oui, il y a 600 personnes. Et 600 personnes, c'était la question que je voulais te poser pour avoir un peu une idée de la taille. Donc c'est quand même pas rien. C'est quoi ? C'est une ETI en fait. C'est quoi le contexte de l'époque ? Est-ce qu'on peut rembourser sur le marché ? Ouais. Tu vas après nous dire
plus en détail Bien sûr. comment Cdiscount adressait son marché, et puis les chantiers qui ont été Bien mis sûr. en place, comment il y a eu cette hyper-croissance qui s'est passée sur les 15 ans, parce que on est à 800 millions d'euros, quand tu pars, c'est quoi? C'est 4 milliards? Ouais, c'est 4 milliards. Donc il y a quand même une échelle qui change Bien aussi. sûr. En 2008, c'est pas l'année la plus simple de notre histoire récente économique. C'est quoi le contexte? Est-ce que tu peux juste nous Le remettre contexte, les trucs c'est, en face des yeux? Les pure players sont en pleine accélération et les concurrents s'appellent Pixmania et Rue du Commerce. Mhm. Pixmania était aussi gros que nous, sauf qu'il fait pas 800 millions en France, il fait 800 millions en Europe. Mhm. Et Rue du Commerce doit faire 300-400 millions. Et les retailers classiques sont tout petits. Fnac Darty, Boulanger sont quasi inexistants en 2008, ils font 100 ou 200 millions. Et donc, et Amazon était arrivé sur le marché en fin des années 90, début 2000, et avait rapatrié ses activités à Londres à un moment donné. Et donc, est en redémarrage sur la France à ce moment-là. Ça, c'est pour l'environnement concurrentiel. Ouais. L'environnement côté consommateur. C'est quoi Côté consommateur, c'est quoi la maturité? Parce que là, à l'époque, en fait, pour remettre dans le contexte, tout le monde n'est pas sur Internet en 2008. Il y a encore, on parle de ça. Et alors, qui achète sur Internet? C'est pareil, on n'est pas sur la même maturité qu'aujourd'hui. En fait, à l'époque, j'avais deux chiffres qui étaient 60 et 60. 60% de la population est sur Internet et 60% de la population d'Internet achète en ligne. Donc on a 35% de la population française qui achète plus ou moins en ligne. Mhm. Et globalement, c'est des jeunes. C'est des jeunes et c'est des jeunes. Mhm. Et Cdiscount cartonne parce que C'est un le produit. DVD et le CD. Mhm. Et les produits techniques. Et donc on va chercher en fait, dans ce nouveau mode de consommation, les gens qui sont les plus ouverts généralement, qui sont les gens qui ont entre 20 et 30 ans, qui essaient de nouvelles choses. Et donc, le marché, il est fait de jeunes. À ce moment-là, entre 20 et 35 ans. C'est ça, le marché du e-commerce. Et on est au début de l'extension de cette démocratisation. C'est-à-dire, moi, quand j'arrive chez Cdiscount, j'ai 36 ans, j'ai dû acheter 2 fois en ligne dans ma vie, en 2008. Ouais. C'est pas encore un réflexe pour toute une partie de la population. Et c'est là l'opportunité. C'est qu'en fait, quand on dit 60%, 60%, ça fait 35%, on se dit le marché va au moins doubler, tripler ou quadrupler dans les 10 ans. Et c'est ça le pari. Enfin, c'est même plus un pari. C'est ça La vague sur laquelle il faut surfer, en fait. C'est ça la vague sur laquelle il faut surfer. Le contexte économique de l'époque, il n'était pas forcément... 2008, ça va, 2009, ça va plus. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a la crise. Ouais. Et 2009 est une année très très difficile pour tout le e-commerce, mais pour toute l'économie d'une manière générale. Oui, c'est ça. Et puis après, ça repart en 10, 11, 12, 13, les choses repartent en fait. Il y a aussi une dimension, je le disais dans l'introduction, technologique, puisque Oui. il y a plein de choses nouvelles qui arrivent. Comment tu les appréhendes? En fait, le e-commerce, il a eu, entre 2008 et 2013-14, il y a 2 révolutions technologiques. Il y a la révolution du mobile et la révolution de la marketplace. Et la marketplace, c'est une révolution technologique, d'offres produits, mais technologique aussi. Le premier, c'est le mobile. C'est-à-dire, c'est les balbutiements, 2008, c'est les balbutiements des achats sur mobile. Il n'y a pas les réseaux, c'est les premiers iPhones datent de 2007, il n'y a pas la taille des écrans, et ça fait 5% du chiffre d'affaires des sociétés, le mobile. Aujourd'hui, c'est 50-60%. Et c'est très complexe parce que ça demande de se dire qu'on va rendre l'expérience utilisateur possible sur un écran qui est 6 fois plus petit ou 8 fois plus petit. Et donc ça veut dire que c'est des coûts supplémentaires parce qu'il faut tout faire en double. Et pour l'écran du PC et pour l'écran du mobile. Avec des logiques d'expérience utilisateur Différents. qui sont plus les mêmes. Et on met du temps. Et tout le monde met du temps à cerner et voir comment ça fonctionne. La deuxième révolution, c'est la marketplace. Pourquoi c'est une révolution technologique? À cause de la masse. La marketplace, elle est créée par les acteurs du e-commerce pour 2 raisons. La première raison, c'est une raison de relation au client. De 2000 à 2010, l'Internet, les sites de e-commerce sont en fait des hypermarchés ou des magasins en ligne. Il y a le même assortiment en ligne et en magasin. Il n'y a pas plus profond. On n'est pas plus profond globalement en ligne. Ou un peu plus. Et très vite, on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant. Le client a besoin de plus.
Et donc, la marketplace, c'est un moyen de dire, je vais faire x10, x100 sur mon assortiment, sans impact économique, puisque je ne porte pas les stocks. Et le deuxième sujet, c'est que ça modifie le modèle économique. Bien sûr. Parce que les sociétés de e-commerce sont peu ou pas rentables. Pourquoi ? Parce que la logistique coûte cher, la livraison devient très vite gratuite, et les marges sont tirées vers le bas parce que les clients comparent en permanence. Donc en fait, les niveaux de marge sont très faibles. Et donc il y a les modèles économiques, tous, on va le dire comme ça. Et la marketplace, c'est un bol d'air. Parce qu'on prend une commission sur quelque chose que tu n'opères pas. Sur quelque chose que je n'opère pas. Et qui peut gagner dans ce monde-là ? Ceux qui ont du trafic et de la techno. T'as pas de trafic, t'as pas de marketplace, t'as pas de techno, t'as pas de marketplace. Pourquoi il faut une techno ? Peut-être que Thomas a expliqué ça la dernière fois qu'il est venu. Parce qu'en fait, je prends un chiffre. Une marketplace, très vite, on se met à créer 1 million de nouveaux produits par semaine. 1 million de nouveaux produits par semaine. On en avait 70 000 dans le catalogue. Ce million, il faut le créer, l'affecter aux bonnes catégories, faire en sorte que le moteur de recherche fonctionne correctement, que quand le client tape une recherche, on lui remonte les bons produits. Et ça, c'est beaucoup de technologie. Et c'est là, en fait, c'est la marketplace, sans qu'on l'ait vu venir à l'époque, qui transforme ce discount en boîte technologique. On va revenir, mais justement, quand tu arrives et que tu prends tes fonctions, tu as commencé à nous le dire, c'est quoi la global picture là tu nous dis il y a des enjeux à droite. Tu peux juste les développer bien sûr, d'un point de vue logistique. Bien sûr. Comment ça fonctionne ? Parce que j'imagine que c'est pas la logistique qui existe aujourd'hui pour ces discounts. Qu'est-ce qui est automatisé, pas automatisé ? Qu'est-ce qui est déporté ? Est-ce que c'est opéré en interne à 100% ? Comment fonctionne le service client ? Tu l'as évoqué toi-même. Comment on fait pour recruter des nouveaux clients ? Est-ce que les campagnes d'acquisition de l'époque, elles ressemblent à celles d'aujourd'hui ? Il y a la réponse dans la question. Bref, c'est sur ça que je veux t'entendre. En fait, c'est un peu une culture de retailer. Il y a le nombre de références d'un retailer, magasin, et des entrepôts qui sont faits différemment, parce qu'on livre des clients et on ne livre pas les magasins, mais c'est le même état d'esprit. Des entrepôts qui sont manuels, qui ne sont pas automatisés, des entrepôts qui ont du mal à prévoir leurs charges, parce qu'en fait, il n'y a pas de tampon entre le site et les clients, il n'y a pas un magasin, donc quand il y a des pics de commandes, les entrepôts sont débordés, donc on prend du retard. C'est pour ça que c'était très dur à travailler à l'époque. Parce que les systèmes informatiques, les WMS, ne sont pas prévus pour. Merci d'y venir, parce que quand je parlais de technologie, je pensais aussi à tout le back-office. Parce que la techno, tu vois, avec les marketplaces, tu vas commencer à en parler, parce que derrière, c'est du back-office. Mais oui. Mais les WMS ne sont pas prévus pour. Non. C'est des WMS, donc des systèmes de gestion d'entrepôt adaptés du retail qu'on met dans les entrepôts e-commerce. Ça ne fonctionne pas. Alors moi, j'ai ce savoir-faire-là, et je me dis, à un moment donné, il faut qu'on réforme ça, qu'on fasse évoluer ça. Les services clients, pareil. Enfin, les opérateurs de telco faisaient du service client à l'échelle, mais quasiment personne ne faisait du service client à l'échelle. Et là, on se retrouve avec des milliers d'appels à prendre par jour. Mon colis n'est pas arrivé, mon colis est cassé, je veux être remboursé, je veux retourner. Et ça, on ne sait pas gérer, en fait. Parce que c'est très vite. La boîte fait 0 en 99, elle a 800 millions d'euros 10 ans plus tard. 6 millions de clients actifs, 6 millions de clients par an, 10 millions de commandes. Là, ça a été internalisé, ça a été externalisé. La logistique internalisée, les services clients externalisés. Mais même s'il est externalisé, il faut des outils, il faut des process. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait à un client qui vous dit « c'est cassé ». Tu retournes, je te rembourse. Ça, c'est comme... Ok, côté back-office, c'est ça. Côté front, c'est-à-dire... Front, tout est développé maison. Personne dans le marché n'est capable de nous fournir une solution à l'échelle. Donc on développe tout maison. La plateforme technique est toute faite maison. Tout. Et elle tient, elle est robuste. Mais d'ailleurs, elle tient parce qu'elle est faite maison. Ouais. Donc c'est des recrutements de cohortes de développeurs. Moi, quand j'arrive, il y a 80 développeurs. Ok. Quand je pars, il y en a 800. Mais quand j'arrive, il y en a 80. Et comment se fait le recrutement, l'acquisition, le marketing ? Sur le marketing, en fait, alors, on est déjà sur les fondamentaux qu'on a encore aujourd'hui. C'est-à-dire SEO, SEA. Tu découvres tout ça, toi ? Moi, je découvre, je connais pas. Mais c'est très structuré. Référencement naturel, référencement payant. Il n'y a pas les réseaux sociaux à l'époque. L'affiliation existe déjà. Les techniques d'affiliation existent déjà. Et puis, comme ça marche en croissance, dès qu'on fait de la communication directe un peu visible,
on recrute des clients en fait. Et alors c'est quoi? La télé, la radio? Alors un peu de télé, mais de la radio, de la presse. De la presse, et puis un positionnement de marque très, très tranché. Qui n'est pas Mais je flat. me souviens, à l'époque, moi j'appelais ça le sapin de Noël. C'est Ça ça. clignotait dans tous les sens. Et c'est volontaire. Oui, je sais bien. Et c'est volontaire, et tout le monde me reparle toujours de la grande boucherie des soldes de 2009 ou 2010. Quand on coupe les prix, ça a marqué tout le monde, on avait des affichages dans le métro, ça marque. On s'amuse beaucoup d'ailleurs à l'époque. C'est efficace, et c'est très plaisant. Et, Parce que les ça systèmes, conquérir. et les systèmes derrière ont été dimensionnés pour qu'il y ait Au une fur et à mesure. scalabilité. Au fur et à mesure. ouais. Au fur et à mesure. Ça- Parce que le sujet, c'était pas, on n'attendait pas que ça soit dimensionné pour avancer. C'était pas possible. On avançait et on dimensionnait en même temps. J'avais souvent l'image de dire, on est en plein vol et on change la carlingue de l'avion pendant qu'on vole. On ne peut pas atterrir. Parce que la concurrence est super âpre. Quelles sont sur les premières années, on va dire, je sais pas, les 5 premières années, je sais pas si on peut le découper par tranche de 5 ans. Si on peut. 3-4 ans, ouais. Ouais, bon, enfin, les grands blocs, là, le grand bloc, le chantier initial auquel tu t'attelles en arrivant, il consiste, tu l'as dit, à transformer les outils, c'est-à-dire à les rendre scalables. Ouais, c'est pas ça. seulement. Hein. C'est quoi? En fait, c'est aussi beaucoup des plans d'action de retailers. J'y reviens parce qu'au début, c'est un retailer. C'est-à-dire, quelle synergie d'achat on fait avec Casino? Donc, on se met à acheter ensemble, à négocier avec les fournisseurs ensemble. Quelle synergie logistique on fait avec Casino? Donc, on se met à utiliser des surfaces logistiques de Casino. Quelle synergie commerciale on fait avec Casino? Et on ouvre qui a fait un carton, les premiers points retrait pour les produits encombrants, c'est-à-dire pour le gros électroménager et pour le meuble. Et ça cartonne. Donc en fait, on fait des plans d'action classiques d'un retailer. Et on étend l'assortiment. Comme un retailer le fait quand il veut se développer. Là, t'as pas la marketplace. Là, hein. j'ai pas la marketplace. Ouais. Donc on étend de manière... On ouvre la catégorie du jouet, on ouvre la catégorie du vin, on ouvre la catégorie... Enfin, plusieurs catégories de manière limitée et calculée sur les assortiments. Là, tu utilises les capacités du groupe Oui. pour aller sourcer les produits. Oui. C'est comme ça. Oui, Ouais. oui. Quand j'arrive, les industriels ne veulent pas nous parler en direct. Parce qu'on est un pirate qui casse les prix. Ils ont la pression des retailers. Ouais. Et ils ne veulent pas nous donner de marchandises en direct. Donc on approvisionne il y a des grossistes. Et quand tu approvisionnes il y a des grossistes, tu n'as pas les mêmes prix. Non. Et donc un des enjeux, c'est aussi grâce à Casino d'aller négocier directement avec les industriels. Donc je passe énormément de temps à voir les patrons des grandes marques, à les rencontrer et à les convaincre de venir travailler avec nous. Ça, c'est les 2 premières années, c'est ça. Ok. Et on remet la boîte à l'équilibre. Elle continue à croître et elle est à l'équilibre, Ok. financièrement. Donc ça, c'est au bout de 3 ans. Elle a l'équilibre dès la première année. Ok. Mais voilà, et donc les 2-3 premières années, on fait ça. Ça, c'est le premier chantier. Deuxième chantier, C'est la marketplace. C'est la marketplace. C'est la marketplace. Comment ce sujet arrive sur la table? Comment on décide de l'opérer? Est-ce que c'est encore tout fait in-house? Comment on fait pour recruter des marchands? Est-ce qu'ils sont présents en nombre? Voilà, et raconte-nous un peu la genèse. En fait, la marketplace, la genèse vient du fait qu'il commence à naître des marketplaces sur le marché. Il y a celle d'Amazon, qu'on commence à voir arriver, on est 2010, hein, Amazon commence à réaccélérer. Il y a celle de Rue du Commerce, qui est née 1 ou 2 ans avant, et on se dit, on a des discussions et on se dit, il y a un mouvement de marché important, on ne peut pas passer à côté. Mais c'est très difficile, parce que ça paraît évident aujourd'hui. Mais à l'époque, on se dit, attention, on est un discounter, on a la maîtrise de nos prix de vente. En marketplace, on n'aura plus la maîtrise de nos prix de vente. Je fais juste une pause là, juste pour 3 ans après, quand la marketplace arrive, vous faites quel type de chiffre d'affaires? On est à 1 milliard. Ok. On est à 1 milliard, un peu plus d'1 milliard. Et on se dit, waouh, on peut mettre à mal notre image et notre positionnement prix. Parce que les vendeurs en marketplace, ils ne sont pas intéressés à casser les prix. Et donc on a des gros débats en interne sur est-ce qu'il faut y aller ou pas. Et on décide d'y aller sur le principe qui est, on ne peut pas aller contre le marché. On ne peut pas aller contre le courant. Le courant est celui-là, on devra utiliser la marketplace, la mettre en place et l'utiliser pour nourrir la marque.
On va le prendre comme ça, mais on ne peut pas aller contre. Et bien nous en a pris. Parce qu'aujourd'hui, c'est des marketplaces. Je veux dire, les gros sites sont des marketplaces. Bien sûr. Et on la développe nous-mêmes. Parce qu'en fait, on fait le tour du marché, il n'y a pas de solution. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, il n'y a aucune solution technologique sur le marché. À l'échelle, aucune. À chaque fois qu'on cherche quelque chose, on est obligé de le faire nous-mêmes. Parce que soit on nous dit ça n'existe pas, soit on nous dit oui, mais pas pour votre taille. Vous êtes les plus gros. Mais ça n'existe pas. On aurait que vous comme client. Ça n'existe pas. Donc on le développe nous-mêmes. On met une équipe et on développe C'est facile nous-mêmes. de recruter à ce moment-là ou pas? C'est encore un peu difficile. On a une image employeur qui est moyenne. Pourquoi? On est à Bordeaux, on n'est pas à Paris. Donc ça simplifie pas les choses. Et parce que l'image du trublion commercial, elle impacte l'image employeur, en fait. Et il y a plein de gens qui ne se reconnaissent pas dans la marque. Et c'est un formidable succès, mais plein de gens ne se reconnaissent pas dans la marque. Et donc, ils font l'amalgame entre marque commerciale et marque employeur. Et donc, c'est notre responsabilité de distinguer les deux. De dire, on est comme ça, c'est pas le hasard, c'est pas parce que c'est le bazar à l'intérieur, c'est assumé commercialement et c'est voulu. Et derrière, il y a un back-office très professionnel. Distinguer bien les deux. Et donc, la marketplace, on l'ouvre de mémoire fin 2000. On l'ouvre en 2011. On l'ouvre en 2011. Là, il y a eu l'enjeu technologique, vous avez réussi à le vaincre, vous avez développé la chose. Après, il y a ce que je disais tout à l'heure, les vendeurs, il faut les trouver, les vendeurs sur la marketplace. Et en fait, au début, on ne connaît pas les facteurs clés de succès de la marketplace. On est très dans... Tout le monde nous dit la qualité de la livraison, la qualité de la livraison. Très bien. Mais très vite, on s'aperçoit, et on fixe des objectifs très bêtes, mais souvent les meilleurs objectifs sont très basiques et très bêtes, qui est, il faut qu'on ait le maximum de vendeurs. Quels qu'ils soient, au départ. Quelles que soient les catégories. Quelles que soient les catégories. C'est-à-dire même d'autres catégories que celles existantes. Et alors, justement, il y a un contresens au début qui est fait. On se dit, c'est super, on va aller recruter les vendeurs dans les catégories dans lesquelles on n'est pas fort. Ça va compléter, ça tombe sous le sens. Sauf que ça marche pas. Ça fait pas de chiffres. Parce que déjà, ça ne marchait pas. Exactement. Et donc, ce qui marche, c'est quand on va recruter des vendeurs dans les catégories dans lesquelles on est déjà fort. Parce qu'en fait, vu du client, on est légitime. Donc, il accepte de venir acheter dans cet univers-là. Quand vous n'êtes pas légitime, vous avez beau mettre de l'offre, le client vous dit, vous n'êtes pas plus légitime. En tout cas, c'est comme ça en 2011. Et c'est comme ça en 2011. Mais c'est encore comme ça aujourd'hui. Okay. Donc, il y a une vraie logique marketing. Et donc, on recrute des vendeurs. Des vendeurs, et des produits. Comment tu vas les trouver? En fait, on met une équipe de sourcing. Donc, on scanne les sites français et européens concurrents. Ouais. On regarde et on démarche. Il y en a beaucoup qui sont à l'étranger? À l'époque, je ne sais pas, surtout en France. À l'époque, on fait simple, parce que dit étranger, dit avoir des équipes qui parlent les langues étrangères. Et puis, qui parlent allemand, qui parlent anglais, qui parlent chinois. Et ça vient qu'après. Ça vient qu'après. Au début, c'est la France. Au début, c'est des vendeurs français. Et le truc décolle. Et décolle très vite en termes de chiffres. C'est-à-dire que là, on passe de zéro de volume d'affaires à... très vite, au bout d'un an, on est à plus de 100 millions. Et c'est très rentable. Donc en fait, quand on me demande des moyens, je les donne. 100 millions d'euros à 10% de marge nette, 10 millions d'euros, prenez les moyens que vous voulez. Il n'y a jamais eu rien d'aussi rentable dans la société. Donc vous voulez des moyens technologiques, vous les aurez. Vous voulez des équipes de sourcing, vous les aurez. On y va. Et je mets à la tête de ça un de mes collaborateurs historiques, qui était contre d'ailleurs au départ, et à qui je dis, puisque tu es contre, c'est toi qui vas le faire. Avec la mission il doit retourner l'ensemble de l'organisation à Méconnaît, et il y va plein pot. Et il ne se pose pas de questions, et il a raison. Il dit, Emmanuel, ne nous posons pas de questions. C'est pas qu'il s'en pose pas parce qu'il réfléchit pas, c'est qu'il s'en pose pas de manière volontaire. Il remet pas en question. Et il se dit, ne commençons pas à mettre des dos d'âne sur la route, à se poser trop de questions, on y va, on fonce et on verra. Parce que c'est maintenant qu'il faut prendre le marché. Et il a raison. Là, ça dure, ce développement... ça dure 3-4 ans. 3-4 ans. Ouais. Au bout de 3-4 ans, on est en 2015, on fait déjà 30% du business avec ça. 30% et l'ensemble, ça représente quoi, 2 milliards? Ouais, là, on fait 2 milliards. 2 milliards. Mais la marketplace, c'est de 500-600 millions. Hein. C'est un énorme machin. Ouais. C'est une énorme machine. Il y a combien de vendeurs? À l'époque, à ce moment-là, il y en a quelques milliers. Je ne sais plus le chiffre exact, mais il doit y en avoir 4-5 000.
Ça, c'est le deuxième gros morceau de ta mandature chez Cdiscount. C'est quoi la suite? La suite, en fait, stratégique, c'est... on met le poids du corps sur la marketplace et sur tout ce qui va avec. C'est-à-dire les services logistiques pour les vendeurs, ce qu'on appelle le fulfillment, dont je dis en passant que Cdiscount est le seul acteur avec Amazon en Europe à être capable de faire à l'échelle aujourd'hui. Pour ceux qui sont perdus, c'est finalement un outil logistique, c'est-à-dire d'entrepôt, de préparation de commandes et d'expédition pour le compte de tiers qui sont les vendeurs. Ah, c'est ça en gros. C'est exactement ça. Et donc, comme on a un savoir-faire logistique et qu'on a bâti un savoir-faire logistique dans les années précédentes, solide, oui, parce que vous aviez investi lourdement. On avait changé les systèmes d'information, on avait investi, et la vie de bien nous en avait pris aussi. Ça permet d'accélérer et de solidifier cette marketplace. Parce que si vous faites la logistique pour les vendeurs, vous livrez plus vite et avec une meilleure qualité. Et ça coûte moins cher. Mais c'est un gros travail. Et globalement, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui le font. En 2023, il y a très peu de gens qui le font à l'échelle. Quasiment personne. C'est très complexe. Et donc, on pousse. Une marketplace qu'on voyait à 30, puis 40, puis 50, qui est à 65% du business aujourd'hui. Jamais en 2013, quand on l'a bâti, quand on accélère, on se dit qu'on sera à 60. On se dit qu'on sera au maximum à 40. Ok. Et ça nous porte assez longtemps, et ça pose une vraie question stratégique. En fait, cette question-là, c'est, on se dit, mais c'est quoi le coup d'après ? Et sans arrêt. Et moi, je me lève le matin en disant, c'est quoi le coup d'après ? C'est quoi le coup d'après ? C'est quoi le coup d'après ? Et on tente, et mon actionnaire me demande le coup d'après. Et on tente plein de coups d'après. L'international, les services, des sites verticaux à côté de Cdiscount, des sites de niche, on en lance 5 ou 6, on tente plein de coups d'après. Et on a plein d'échecs. Comme souvent dans ces métiers-là. Il y a une chose qui fonctionne, qui est la vente de voyages, de vols et de voyages, mais ça ne révolutionne pas stratégiquement la boîte. Et le coup d'après, il arrive en 2019, donc assez loin derrière. Ouais. Quand on se dit... Là, on arrive à être rentable toutes ces années-là. On est rentable de 8 à 15, 15 plus compliqué, de nouveau rentable 17, 18, 19, limite 1. Et 20 évidemment, et plus compliqué sur 21 après. Et on décide d'investir, et en fait on sort dans le marché en 17-18 et on se dit waouh, mais en fait on a bâti des actifs technologiques super solides. C'était pas une volonté. Mais vous avez ces assets-là. Et on a 800 personnes à la technologie à l'époque. Globalement, la marketplace nous a fait rentrer dans l'ère technologique pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Et là, on se dit, je me souviens de la réunion, on se dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait commercialiser ? Le marché a besoin de quoi ? Donc on fait le tour, la cybersécurité, on est très fort, le paiement, on est très fort. Tout ça, on le fait à l'échelle. En cybersécurité, je donne un exemple, on est attaqué 100 000 fois par jour. Donc on a de l'outillage de cybersécurité bâti en interne. Le paiement, on est un des plus gros opérateurs de transactions de paiement. On a inventé le paiement en 4 fois en France 15 ans plus tôt, en 2008. On l'a inventé. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui sur le BNPL, on l'a vendu à Floa, qui a été vendu à BNP Paribas, ça a été inventé par Cdiscount. Le paiement 3 fois, c'est inventé par Cdiscount fin 2007. Et ça représentait jusqu'à 40% de l'activité. Et la marketplace. Et on se dit, évidemment, comme à chaque fois, on va faire et le paiement, et la cybersécurité, et la marque. On ouvre tout, sans se rendre compte que c'était trop. Et au bout d'un an, on ferme des choses. On se dit, voilà, on a lancé trop de chantiers, et on dit, on fait du software marketplace, et on fait du software retail media. Parce qu'on n'a pas parlé de la pub, mais on avait développé une activité de retail media. Parce que ça vient un peu après, quand même. Exactement. Le retail media, c'est pas un truc qui arrive en 2015. Ça arrive, je pourrais en parler tout à l'heure, mais 2017-2018, les premières réflexions retail media. On faisait de la régie classique, mais le retail media au sens produit sponsorisé, totalement intégré à l'expérience client, ça démarre dans ces années-là. Et donc on décide de créer des filiales. Et on dit, on est très fort en logistique, on est très fort en marketplace, on va créer 2 filiales et on va commercialiser notre savoir-faire. Donc on crée Octopia et on crée C-Logistique. 2 directeurs généraux, Thomas Métivier, que vous avez interviewé, qui a fondé Octopia, et Pierre-Yves Escarpit, qui a créé C-Logistique. Et
Donc, c'est important parce que j'ai eu des gens clés dans le parcours. Hein. Il y a la personne sur la marketplace tout à l'heure, c'était Farid, là il y a Pierry, il y a Thomas, il y a des gens clés qui ont fait la bascule stratégique de la boîte avec moi. Et on développe ça. Et ces logistiques cartonnent tout de suite. Et prend le marché de la livraison de l'encombrant sur le dernier kilomètre. C'est-à-dire, en 2020, on a 0 client, en 2023, on a 50 clients. Petite parenthèse, l'encombrant, c'est versus la messagerie, c'est-à-dire le hors gabarit, c'est ça. Qui nécessite une manutention toute particulière. C'est ça. Et on devient un acteur donc, de logistique du e-commerce, et on devient un acteur des marketplaces, on vend des solutions de marketplace. De la technologie, de la logistique de marketplace, du retail média de marketplace, c'est-à-dire de la capacité à générer des revenus à partir de la publicité. Et donc ça, c'est l'étape d'après. Et donc quand on se retourne, en 99, c'est un vendeur de DVD. En 2023, c'est une plateforme technologique. Et donc ça paraît facile, tout ça paraît simple, mais c'est fait. On vient de le comprendre. Je pense, Emmanuel, que ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Tu nous as permis de rentrer à l'intérieur de cette formidable machine pour comprendre les chantiers qui sont nuls à structurer pour l'amener de 0 à 4 milliards en 25 ans. C'est ça. Merci pour ce formidable retour, ces explications. J'aimerais bien quand même avoir le temps de te poser des questions sur la façon avec laquelle tu interprètes le contexte actuel, le contexte économique lié au e-commerce, les changements ou pas, si les changements des consommateurs, parce que le consommateur, j'aime bien le remettre au centre de la discussion, parce qu'il est quand même fondamental. Aujourd'hui, je le disais en introduction, l'inflation est là, et donc la sensibilité au prix augmente fortement. Par ailleurs, le même consommateur veut consommer bio, propre, socialement responsable, local. C'est parfois des désirs qui sont antinomiques. Voilà, ça c'est un peu le mot d'introduction que je pourrais prononcer pour te donner la parole sur tout ça. Comment je vois les choses pour le futur ? Si je démarre de très haut, évidemment, ça va je vais enfoncer une porte verte, mais je vais dire pourquoi je le dis. Évidemment, ça va continuer à se digitaliser, pour une raison toute bête qui est mécanique. Chaque année, il y a 60 millions de personnes en France, il y a 800 000 personnes qui naissent chaque année, et 800 000 personnes qui décèdent chaque année. C'est le cycle de la vie. Et c'est ce que j'appelle la règle des 1%. Vous avez 1% des gens, chaque année en plus, qui se mettent à acheter en ligne. Parce que ce sont des jeunes qui arrivent et qui n'achètent qu'en ligne. Mes enfants achètent beaucoup plus en ligne que ce que moi j'achetais quand j'avais leur âge. Et donc, mécaniquement, le e-commerce, la digitalisation, elle se fait avec le temps. C'est très fin, c'est 1% par an, mais au bout de 20 ans, vous retournez, vous avez pris 20% du marché supplémentaire. Après, il y a deux grands mondes dans le commerce. Il y a le monde de l'alimentaire et le monde du non-alimentaire, qui n'ont rien à voir. Nous, Français, on a l'impression que c'est pareil, parce que quand on allait en hypermarché, tout ça était au même endroit. Mais c'est des modes de fonctionnement et c'est des modèles économiques qui sont très, très différents. Et dans le monde du non-alimentaire, vous avez le monde de l'équipement de la personne et le monde de l'équipement de la maison, pour faire très schématique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Le e-commerce et la digitalisation va continuer à croître à la vitesse que je vous ai donnée, mais globalement, les taux de pénétration sont très élevés. Donc on n'est plus sur les 10 ou 15% de croissance de marché, on est sur des marchés qui croissent à 0, ou voire négatif l'année dernière, sur une partie du marché. 2, vous avez un sujet de pouvoir d'achat qui fait que les gens arbitrent. Ils arbitrent l'alimentaire, évidemment, avant le non-alimentaire. 3, vous avez un sujet de discours RSE, préservation de la planète, qui porte ses fruits. Qui fait qu'à un moment donné, les gens se disent consommer c'est bien, mais en fait, finalement, pour la planète, c'est pas bien. Remplacer sa télé trop souvent ou son téléphone trop souvent, réfléchissons-y. Donc ça impacte le consommation et ça impacte les achats. Et 3, il y a le monde de l'occasion, en fait. Il y a le monde de l'occasion. Le monde de l'occasion de la seconde main, c'était un marché à 5 milliards qui va être à 10 milliards. 10 milliards, c'est beaucoup. Quand vous cumulez ces 3 phénomènes-là, dont certains sont conjoncturels, d'autres sont structurels, à la fin, évidemment, on est sur des marchés qui sont moins flamboyants qu'ils l'ont été. On va le dire comme ça. Et puis, après, vous avez une dimension concurrentielle qui est très forte. Il y a une dimension aussi technologique, on n'en a pas parlé, de l'IA. Qui va révolutionner les choses. Hein. Ouais.
qui va révolutionner les choses. Toi, tu as des avis, tu as des commentaires à apporter là-dessus. Comment tu le perçois? Je te pose la question parce qu'il y a deux sons de cloche qui peuvent être différents. C'est celui de la peur. Oh là là, c'est horrible. Ça va nous enlever des emplois. Il faut qu'on s'en méfie. Et l'autre qui consiste à dire c'est inéluctable. On n'est pas en train de parler du metaverse là. Il y a un truc qui existe déjà, qui devient accessible au grand public. Il faut s'en saisir et saisir les opportunités. Alors moi, ma position vis-à-vis de ça, elle est très claire. Il faut s'en saisir. Et après, il faut faire attention. Mais dans ce sens-là. Pas dans il faut faire attention et on s'en saisira après. Parce qu'après, ça sera trop tard. Et c'est déjà l'Europe vis-à-vis des États-Unis, peut-être un peu trop tard. Donc il faut s'en saisir sans délai tout de suite. Et on encadrera au fur et à mesure. Mais de toute façon, je ne suis pas inquiet. L'Europe s'est encadrée, la France s'est encadrée. Donc ça, je ne suis pas inquiet. Et il faut s'en saisir et c'est fondamental. Chez Cdiscount, on s'en est saisi en 2014. Les premières équipes de data science, qui ne s'appellent pas l'IA à l'époque, 40 personnes recrutées en 2014. Pour faire face au sujet de marketplace, de moteur de recherche, de tri des produits, de classification des produits. Donc les premiers sujets d'algorithmie, machine learning, datent de cette époque-là chez nous. Dans un niveau de maturité qui n'est pas celui d'aujourd'hui, mais on a énormément travaillé dessus. Évidemment que... Là, pareil, j'aurais enfoncé une porte ouverte. Évidemment que ça va révolutionner, pas seulement le e-commerce, mais l'ensemble de l'économie. Si on parle de e-commerce... Ouais, enfin de la vie, hein, parce que c'est même pas... de la vie. Non, mais voilà, plus globalement de la vie. Mais est-ce que c'est aussi important que le microprocesseur? Sûrement. Est-ce que c'est aussi important que l'invention de l'électricité il y a 150 ans? Je ne sais pas encore. Quand on prend énormément de hauteur, quand on gagne le 19e, le train a été une révolution dingue dans les pays, l'électricité a été une révolution, l'IA en est une, mais on a quand même vécu dans le passé des révolutions majeures qui ont retourné le monde. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est différent, c'est-à-dire que elles arrivent plus vite, les révolutions. C'est pas tous les 50 ans, c'est tous les 10 ans qu'on a des révolutions. On a eu l'ordinateur, on a eu le mobile, le téléphone, enfin le téléphone mobile, on a l'IA, ça c'est tous les 15 ans, c'est plus tous les 60 ans. Donc c'est là où c'est perturbant pour les gens, c'est qu'on n'a même pas le temps de s'y habituer, qu'il y a une nouvelle révolution qui arrive. Donc oui, ça va tout révolutionner, et dans le e-commerce, en fait, il va se passer... On va prendre des exemples. On va prendre des exemples. Évidemment, la première chose qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est on va améliorer l'expérience client. On va pouvoir cibler mieux. On va pouvoir personnaliser tout. Les produits, le paiement, la livraison, on va pouvoir personnaliser ce qu'on vous envoie. Ça, c'est clair et les gens travaillent dessus. C'est en ligne et en magasin. On va pouvoir mieux travailler le pricing. Mais il y a ce volet qui est client. Il y a un volet qui est le volet technologique, en fait. C'est que la technologie, les gens qui vont être les plus impactés sont quasiment les gens de la technologie. Les développeurs. Le monde, les systèmes d'IA, vous prenez Copilot, sont capables d'écrire des programmes à la place des développeurs. Et donc certains vous disent que c'est pas 10, 20, 30% de productivité, c'est 80% de productivité qu'on va gagner sur le développement technologique. Donc, il y a des métiers entiers qui vont devoir se réinventer dans notre monde. Et puis, ça va impacter absolument tout le monde. Ça va impacter même les sujets, même les univers les plus complexes intellectuellement, le juridique, les RH, les univers qu'on avait du mal à mettre dans des process. Parce que il y avait une dimension de finesse importante, relationnelle importante. Ces sujets-là vont être attaqués par l'IA, bien sûr. Et donc, il va falloir s'y adapter et accompagner les équipes. Mais c'est sûr. Et on n'est qu'au début. Oui, on n'est qu'au début. Il n'y a même pas un an qu'OpenAI a commencé à faire parler de lui. Quand on voit la rapidité d'adoption de l'IA générative, c'est phénoménal. Et je ne crois pas qu'il y ait de mémoire d'homme une révolution qui ait été adoptée en masse aussi rapidement. Mais vous avez vu ce petit graphique qui dit il y a 50 ans, il fallait plusieurs années pour avoir 10 millions d'utilisateurs, et aujourd'hui, il faut une semaine. Ouais, c'est ça. Il faut une semaine. C'est un truc qui est fou. Emmanuel, c'est quoi la suite de l'histoire pour toi? Et avant que tu nous répondes, comment t'es parti finalement de Casino? En fait, c'est une réflexion de dirigeant. Je me dis au bout d'un moment, ça fait 15 ans. 15 ans, ça veut dire 5 plans, globalement. 5 fois 3 ans.
Et je finis par me dire, le risque, c'est que le dirigeant devienne le principal problème de l'organisation. Parce que, automatiquement, il a des problèmes pour se renouveler. Automatiquement, il a tout vu. Et donc, à chaque fois qu'on lui présente une nouvelle idée, il dit déjà vu, déjà fait, ça n'a pas marché, mettez-moi ça au placard, trouvez-moi d'autres idées. Il peut y avoir une certaine lassitude. Et honnêtement, c'est bien pour ça que les démocraties changent tous les 5 ou 7 ans leur président de la République. C'est un dirigeant, il faut qu'il bouge, il faut que ça s'oxygène. Et donc, j'ai cette discussion-là avec Casino, en disant qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Casino est dans une situation qui est particulière, qui est connue, et on arrive à la conclusion que c'est compliqué d'aller dans d'autres secteurs de la société. Et donc on se dit, je vous accompagne sur la partie alimentaire, parce qu'il y a des choses à développer dans l'IA, dans l'alimentaire, sur la partie des magasins. J'y mets toute mon énergie, et puis après, chacun vit sa vie. Oui, il y a eu un an d'accompagnement. Exactement, il y a eu un an d'accompagnement. Parce que là, il y a 2 mois, c'est ça, j'ai quitté Casino il y a 2 mois. Et ça s'est très, très bien passé. J'ai énormément de respect. Casino, c'est 30 ans de ma vie. Bah oui. C'est toute ma vie professionnelle. Sans Casino, sans les dirigeants, sans Jean-Charles Naouri, je ne fais pas ce que j'ai fait. C'est lui qui me fait confiance et qui me donne les manettes. Donc à un moment donné, je dois quelque chose. Enfin, j'ai travaillé, mais à un moment donné, on a fait une reconnaissance. J'ai cette reconnaissance, c'est exactement le mot. J'ai cette reconnaissance vis-à-vis des gens qui m'ont accompagné, et en particulier l'actionnaire. Ok, ça c'est la raison pour laquelle tu pars. Merci de nous la partager. Et ça s'écrit comment la suite de ton parcours professionnel? Tu as 52 ans, la retraite elle n'est pas pour tout de suite. Et puis, non, la retraite n'est pas pour tout de suite. Et j'imagine qu'en plus de ça, tu as envie de faire autre chose. Oui, alors, ce dont on prend conscience quand on sort d'une machine exigeante, il faut se déformater un peu. Parce qu'en fait, quand vous êtes tout le temps dans les opérations, tout le temps, vous prenez peu de recul. La première des choses dont vous vous dites, il faudra du challenge intellectuel, parce qu'il y en a eu beaucoup. Il faudra des relations. On vit de relations humaines. Moi, je ne peux pas travailler seul. Et 3, il faut de l'impact. Quand vous dirigez Cdiscount, quand je dirige Cdiscount, j'ai de l'impact. On participe à l'éclosion du e-commerce en France. On est un leader. On impacte la loi, on impacte les modes de consommation. Et je suis un aparté. Au moment de la pandémie, le premier dimanche du confinement, qu'on a tous vécu, le ministre des Transports m'appelle sur mon téléphone et me dit « Est-ce que vous êtes capable de distribuer des masques ?» On ne trouve personne pour le faire. Je lui dis « Oui, j'ai pas un masque. J'ai pas la plateforme technique, j'ai pas le réseau de distribution. » La Poste ne livre plus à l'époque. La Poste a arrêté de livrer. On est mi-mars, mi-mai, fin mai, on a distribué 70 millions de masques à 70 000 PME et quasiment à plusieurs milliers de mairies en France. 2 mois plus tard. On a trouvé l'approvisionnement, on a fait venir les produits, on a monté une plateforme technique pour que les gens puissent commander et on a livré dans les magasins du groupe. On a livré les magasins du groupe Leader Price, Franprix, Monoprix, Casino et les gens sont venus chercher les masques. Ça, c'est avoir de l'impact. Ouais. Quand j'ai vécu ça, je sors et je me dis, le premier sujet, c'est avoir de l'impact. Il faut que je puisse avoir de l'impact. Et donc ça veut dire bosser pour une société ou dans une société dans laquelle j'aurai de l'impact, donc qui est à l'échelle. La notion d'échelle, elle est importante. C'est complexe, c'est toujours plus complexe, c'est des grosses sociétés, la notion d'échelle est importante. Mais ça veut dire aussi être actif en n'étant pas salarié, c'est-à-dire on peut investir, on peut être dans des conseils d'administration, on peut aider des PME, on peut aider des boîtes, des start-up tech, et donc aider ces sociétés à passer à l'échelle, parce que le sujet, une fois que les sociétés sont créées, c'est comment elles passent à l'échelle. C'est un vrai sujet, le passage à l'échelle. Ça veut dire comment on s'organise, quelles équipes on recrute, quelles sont les priorités, comment on gère le cash, c'est ça. Et donc c'est ça mon futur. C'est ça ton futur. Je ne donnerai pas de nom. Non, c'est pas l'objet, mais c'était un peu d'ouvrir le propos sur la suite, parce qu'on imagine bien qu'avec l'expérience qu'est la tienne, il y a des volontés, des velléités d'écrire quelque chose. En tout cas, Emmanuel, merci 1000 fois pour la qualité de cet échange. Merci.
C'était vraiment très enrichissant. Merci à Com Exposium et au One to One Retail e-commerce de Monaco pour le support apporté à cet épisode. Merci à vous tous, les auditeurs, toujours aussi présents. Merci pour les messages, j'en reçois toutes les semaines, qui me touchent beaucoup et me poussent à maintenir la barque et à avancer dans la direction que je suis maintenant depuis 4 ans et demi. Si vous voulez contacter Emmanuel, LinkedIn, c'est un bon moyen, LinkedIn, bien sûr, c'est possible, bien sûr. Voilà. Emmanuel, merci encore. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt. Salut. Au revoir.